Yann Koller. Non, du Noyau Sud. C'est bon, le jeu est terminé. Terminé. Les ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est comme d'habitude un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie. Merci à vous pour votre fidélité. Comme d'habitude, tac le petit like, abonnez-vous si vous nous rejoignez et que vous découvrez l'émission. C'est toujours important, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Je vais commencer d'abord par saluer évidemment comme d'habitude nos chroniqueurs. Bonjour Xavier, comment ça va? Ça va pas mal et toi ça va? Aujourd'hui particulièrement élégant. Voilà, gentil, particulièrement élégant. Pour ceux qui sont en podcast, évidemment, il y a la petite chemise, il y a le petit pull beige, on va dire crème, ouais, beige crème. On va dire, voilà. On est là-dessus, c'est sympa, c'est sympa. Et toujours le même sponsor, hein, évidemment pas citer la marque, vous voulez, c'est toujours les mêmes pulls. On sait pas pourquoi, mais on fait peut-être un placement de produit ou pas, on verra. Mon Thomas, comment ça va? Très bien. Un petit tour au stade ce week-end ou pas du tout? T'as pas eu le temps? Tu l'as fait? Je suis parti à Rennes. Ça faisait 1 an et demi, j'avais plus été. Et j'adore aller là-bas parce que c'est déjà une belle ville. Parce que tu manges des galettes saucisses? Ouais, ça aussi. Trouvé un bel hôtel. Et j'ai trouvé le meilleur hôtel que j'ai fait de tous les hôtels que j'ai fait en France. C'est le meilleur des meilleurs. Okay. Bref, ça c'est une petite anecdote. Tout ça au frais de la LFP, ouais, voilà. bien évidemment. Bien évidemment, en effet. Et non, le stade, j'aime beaucoup ce stade et l'ambiance aussi, l'environnement, c'est très sympa à Rennes. Donc si vous avez l'occasion d'aller, faut pas hésiter. Alors, il y a le parc de Rennes et puis il y a le parc Péry d'Aïsa qui a visité Quentin également ce week-end. Exactement, il faisait beau, donc c'était très agréable. On n'a pas beaucoup travaillé. Ouais, et à un moment, il faut bien se reposer un peu. Donc ouais, profiter un peu de la vie, ça fait du bien. Non, la semaine dernière, il était à Disney, donc il s'est reposé aussi. Ah, c'est ça, voilà. C'est vraiment... j'étais à Madrid. T'es à Madrid, voilà. Faut se reposer un peu. Hein. Il n'arrête pas, effectivement. Je suis content de vous retrouver, messieurs, parce qu'aujourd'hui, on a une actualité vraiment extrêmement dense. Il y aura évidemment le d'accord, pas d'accord avec tous les sujets importants. Le Sporting d'Anderlecht en crise, Charleroi pas en play-off, et évidemment, la grosse polémique liée à Koen Castells. Mais juste avant ça, on sait que vous l'adorez, on part avec l'happening de Thomas. Tout à fait. C'est une idée que Quentin m'avait suggérée il y a 2-3 semaines, je pense. Et c'est plutôt simple. En fait, le but, c'est de citer le plus de joueurs possible dans le club que je vais citer. Donc, je vais participer avec vous. Si ça te dira. Donc, en fait, chacun son tour, on cite un joueur du club en question. Et t'as 3 secondes pour répondre. Si au-dessus des 3 secondes, t'as pas trouvé un prénom, tu perds et t'es le perdant du jeu. Et tu donnes le club. Exactement. Donc, il s'agit du club d'Anderlecht. Donc, on va démarrer. Cite-moi un joueur d'Anderlecht. Yann Koller. Non, du Noyau Sud. C'est bon, le jeu est terminé. Mais non, terminé. Il joue à Anderlecht, il a joué à Anderlecht. Il a joué. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. On recommence. Ok, Keisuke Goto, c'est bon ça. Vas-y. Koosmans. Vertonghen. Kickenborg. Ali Amamar. Augustinson. Ashimeru. Sardella. Torgen Hazard. Dolberg. Struikens. Hey. Jari Verskarren. Vasquez. Simic. Adrielson. Mats Kickenborg. Il a perdu, voilà. Il a perdu, il était en train de stresser. Il était en train de stresser. Comme quoi, c'est pas si évident que ça. Hein. C'est pas évident. On en refait un ou c'est bon? Vous voulez refaire un deuxième? On en refait un petit tour. Allez, on sait que vous adorez les jeux. On en fait un deuxième. Donc, ça sera l'équipe de Genk. Genk. Alors, Joris Kayembe, direct. Penders. Struikens. Allez, on continue. C'était Stucker. Van Krombrug. Toli Arokodare. Aïwadi. Orozowski. T'étais éliminé, hein, on rappelle. Hein, c'est pas grave. Non, vas-y, non. Smets. Ouais. Moi, je vais prendre Cuesta. Il est parti. Oh putain, il est parti à Galatasaray. Merde. Oh là là, je me suis trompé. Allez, on arrête, c'est bon, c'est bon pour aujourd'hui. Bon, allez, prenez vos pancartes, les amis. Prenez les pancartes parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et on a un peu plus de 45 minutes pour le faire, juste dans les limites. On sait qu'il y a des prolongations parfois, mais c'est pas facile. On démarre avec la grosse polémique, évidemment. On peut évidemment pas du tout la louper. Koen Castells prend sa retraite internationale à cause du retour de Thibaut Courtois et le justifie par cette phrase. Je trouve étrange qu'il puisse décider et que la fédération fasse volte-face de cette manière en lui déroulant le tapis rouge. Beaucoup de joueurs pensent comme moi. D'accord, pas d'accord avec cette phrase et d'accord évidemment ou pas avec cette situation. Xavier, moi, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord pour Thomas.
Pas d'accord. Pas d'accord. Pour Non. Quentin, on va écouter d'abord Thomas. Pourquoi est-il d'accord? Alors moi déjà, je sais pas si vous vous en souvenez, ça date d'il y a un an. Moi j'étais vraiment choqué de l'attitude de Thibaut Courtois. J'aimais pas du tout et franchement qu'il n'y était plus, ça me faisait ni chaud ni froid parce que je trouvais que son comportement c'était pas adéquat au statut que tu as en tant que joueur pro et surtout quand tu représentes ta nation. Et je pense que bon après certes Koen Castells a décidé de ne plus revenir. On va pas se mentir, il y a aussi le fait que Matsels joue très bien et que Courtois, s'il est sélectionné, on ne peut pas le mettre sur le banc, donc il sera numéro 1, donc il a très bien compris qu'il deviendra numéro 3, mais je ne pense pas que c'est uniquement cette raison-là. Le fait de dire que l'Union belge et cette réaction-là vis-à-vis de Courtois, il a complètement raison parce que le comportement que Courtois a eu est inacceptable selon moi et ça ne représente pas les valeurs d'une nation. Et je pense qu'il a complètement raison quand il dit qu'il y a aussi d'autres joueurs qui pensent pareil que lui parce que ça se voit que c'est quelqu'un de très humble, de sincère et d'honnête. Et quand il dit ça, je le crois à 100%. Est-ce qu'on est parti sur une nouvelle affaire? Moi, je trouve que c'est une petite mentalité qu'il a eu Koen Castells. C'est pas bien de faire ça parce que je trouve que c'est foutre le bordel. Clairement, tu repars justement d'une feuille blanche avec Rudy Garcia et là c'est clairement remettre de l'huile sur le feu. Je trouve pas ça bien de sa part parce que notamment, est-ce qu'il aurait été encore sélectionné? Je sais pas. Quand on voit encore sa sortie sur N'Golo Kanté ici récemment, c'était catastrophique. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est quand c'est sorti sa sortie aérienne. Sa sortie aérienne où je suis N'Golo Kanté dans le petit rectangle. Enfin soit, je trouve mettre comme ça de l'huile sur le feu sur un groupe, c'est une mentalité de petits joueurs. Je trouve de vraiment faire ça parce que tu sais que tu vas plus être sélectionné. Je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi Thibaut Courtois, il y a des choses qui ne sont pas correctes, notamment la sortie qu'il a fait récemment, comme quoi il prendrait sa retraite bientôt. Donc le faire venir pour 1 an et demi, je trouve pas ça intéressant. Je trouve ça plus donner la chance à d'autres joueurs comme Sales ou voir de l'avenir avec des Penders ou autres. Mais sur la sortie en elle-même de Castells, je suis vraiment pas d'accord parce que ça va vraiment mettre le bordel. On a ici vu la sortie de Amadou Onana qui était justement content du retour de Thibaut Courtois et donc je pense que ça va clairement diviser le vestiaire et il aurait pas dû faire une sortie pareille. Est-ce que c'est pas un peu de l'hypocrisie ce discours-là? Bien sûr. Très honnêtement. Bien Est-ce sûr. que le fait de dire ça, c'est pas tout ce qu'on attendait finalement d'un joueur quand on est en interview, d'avoir quelqu'un qui dit un peu ce qui se passe et qui dit un petit peu comment les joueurs pensent? Est-ce qu'on n'est pas en fait finalement content d'avoir un joueur qui dit un peu les vérités? Est-ce que c'est pas ce qu'on attend? Pas dans ce contexte-là, parce que là, ok, s'il y a un Lukaku ou quoi que ce soit comme ça, mais là on parle d'un joueur qui annonce ça, qui était sûrement qu'elle allait perdre sa place, clairement, de numéro 1, voire peut-être même de numéro 2, et donc, clairement, son ego en a pris un coup, on va pas se le cacher, potentiellement, ça se trouve, Rudy Garcia l'a peut-être dit, tu vas peut-être pas être sélectionné, et donc lui, comme par hasard, il annonce maintenant, s'il avait annoncé ça à la fin de Tedesco ou autre, aucun souci avec ça. Mais ici, à une semaine du rassemblement, tu lâches ça, je trouve que c'est lâcher une bombe, je trouve pas ça bien de sa part. Mais c'est quand même incroyable que lui dénonce le fait qu'il y a trop de privilèges pour Thibaut Courtois, alors que Courtois a quitté la sélection parce que lui dénonçait le fait qu'il y avait trop de privilèges contre lui. Exactement. C'est quand même hyper paradoxal. Mais ça montre qu'il y a une ambiance détestable là-bas. Bah oui, mais tu parles justement d'hypocrisie. Pour moi, je trouve ça tellement plus hypocrite de rappeler un Courtois que de juger Castells sur ses propos. Pour moi, c'est de l'hypocrisie complète parce qu'il a complètement raison dans ce qu'il dit. Tu dis qu'il a une petite mentalité. Du coup, t'es d'accord que ça te fait ni chaud ni froid que Castells ne soit plus dans l'équipe nationale. On est d'accord, ça te fait ni chaud ni froid. Bien sûr, parce que pour Donc moi, par rapport à sa petite mentalité. Mais est-ce que t'es content que Courtois revienne dans la sélection belge alors que sa mentalité justement est nettement pire que celle de Castells? C'est ce que je veux dire. Pour moi, Courtois ne devrait pas revenir dans la sélection parce que Courtois apparemment aurait annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Donc je trouve ça totalement fou de faire autant de foin, autant de bazar à ce niveau-là, médiatiquement, ouais, je veux revenir, ouais, ci, ouais, ça, pour après, on dit, Courtois va revenir, 1 an et demi après, je prends ma retraite internationale. Non, alors on passe à autre chose, il y a une nouvelle ère Rudy Garcia, on prend Sels, qui fait une très bonne saison avec Nottingham Forest en première ligue, on donne la chance à potentiellement des Penders, des Lamens, des autres jeunes qui toquent à la porte, qui ont du potentiel, je trouve, mais donc ça, c'est le cas Courtois, moi, je l'aurais pas spécialement repris à ce niveau-là, mais je trouve que Castells, ce qu'il a fait, c'est assez borderline, je trouve. Non, pour moi, il a le droit de s'exprimer. On va pas se cacher. Bah non, on le fait pas maintenant. On le fait pas une semaine avant le rassemblement. Fais-le alors quand Tedesco est licencié et tout. Là, je pense qu'il y a eu sûrement un fait comme quoi il a pas été sélectionné ou on lui a dit tu vas plus être le numéro 2, tu vas être le numéro 3. Il y a sûrement eu un fait que lui, son ego a pris un coup et il s'est dit je vais me venger, tu vois. Mais ça fait que quelques semaines qu'on sait que Courtois va revenir et qu'il accepte. Alors qu'il le fasse dès le début. Donc il pouvait pas le faire avant Tedesco parce que c'est justement ça qu'il reproche, c'est le fait de reprendre Courtois. Donc il pouvait pas s'exprimer par rapport à ça et ses décisions
décision n'avait pas encore été prise, vu que Courtois n'était pas encore annoncé, enfin son Une retour semaine n'était pas avant le encore annoncé. rassemblement, je sais pas. Tu veux qu'il le fasse quand? Qu'il le fasse après, quand Non, la il aurait pu sélection le faire soit- dès le début quand il y avait Courtois qui disait qu'elle allait revenir. Bah, que ça date Rudy d'il y a Garcia trois semaines, fait- pas encore sûr qu'il allait Rudy Garcia revenir, fait toi. sa conférence de Mais presse. peut-être que son choix, en effet, comme vous avez dit, il n'était pas encore fait, et il a fait son annonce dans un podcast flamand. Faut rappeler qu'il habite plus en Belgique, qu'il habite en Arabie Saoudite. Donc pour faire l'annonce dans un podcast, il peut pas voler en 24 heures de temps et revenir pour faire une annonce comme ça. Pour moi, pour moi le timing n'est pas dérangeant selon moi. Xavier. Ben, moi, le timing, il est pas dérangeant non plus. Et je rejoins Thomas. En fait, l'attitude de Courtois, ben, elle est déplorable par rapport à ce qu'il a fait par rapport à la sélection. Donc, moi, je trouve que il devrait peut-être pas forcément même être repris. Ouais. Et par Mais contre, l'attitude de Castells, pour toi, c'est bien de... moi, ça me il dérange s'exprime, pas c'est dans le tout. sens. Et ce que j'aime bien, c'est surtout la fin de son intervention quand il dit il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme moi. Au final, je trouve qu'avec le problème avec Courtois, il y a beaucoup de joueurs qui ont rien osé dire. Il y a rien qui est sorti. Exact. Et ça serait peut-être bien peut-être que grâce à cette intervention-là, certains joueurs vont oser parler et sortir et dire un peu ce qu'ils pensent. Mais Au donc, final, ils ont il y a tout le monde besoin qui se tait alors qu'on sait c'est le bordel. Et donc, du coup, tu es en train de dire que les gens, ils ont besoin d'attendre que Castells dise ça pour qu'ils aillent s'expliquer Il y Courtois. avait quelqu'un qui Non, était- c'est il y a- un homme, tu vas t'expliquer Courtois Bah, directement. apparemment, il y a Là, beaucoup je de trouve joueurs c'est- qui osent pas c'est parler, vraiment quoi. faire des messes basses, c'est vraiment parler dans le dos. Ah non, ça j'aime pas, C'est j'aime pas parler pas dans cette le dos, justement, mentalité-là. il s'exprime Non, mais- complètement. Mais non, parce que là, il dit la genre, vérité. ah ouais, C'est le seul- il y a lui qui m'a dit comme quoi, Courtois, j'étais pas content, mais il ose pas le dire. Ah, lui aussi m'a dit ça. Non, t'es pas content que Courtois le dise, mais tu le dis soit ouvertement, ou soit tu vas le dire à Courtois et tout, mais commencer à dire, là, je trouve que ça va faire des conflits, hein. Ça va faire d'énormément de conflits, Bah, ça le sent conflit, mauvais. mais hein. bon, à la base du conflit, c'est Courtois. Donc, Ça a sent priori, mauvais, hein. le problème se situe autour de Courtois. C'est lui qui a créé cette ambiance-là. Donc, pour moi, Castells, il n'est pas fautif. Il n'y avait pas de problème avant. Donc, Est-ce qu'on va sortir justement des problèmes pour Rudy Garcia, messieurs? Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir respirer un peu? On a l'impression qu'il, à peine arrivé, il est déjà retombé dans un bourbier relativement similaire à celui qu'avait connu Domenico Tedesco, alors que lui avait quand même eu la chance de pouvoir jouer 2 matchs avant d'avoir la crise Courtois. C'est quand même difficile pour un entraîneur d'arriver, lui qui avait dit qu'il voulait finir sa carrière chez les Diables Rouges. À peine est-il arrivé que tout de suite il veut terminer sa carrière. Lui, c'est absolument exceptionnel. Quel communicateur exceptionnel aussi. Mais voilà, c'est quand même très dur à gérer. On est très curieux de savoir, et on en reparlera avec ta patte de l'expert Quentin, quelle va être sa liste. Mais quand on regarde déjà le problème qu'il va devoir régler en interne, il va falloir peut-être faire venir des médiateurs. Comment on gère ça, Xavier? Non, je pense qu'il faudra vraiment voir la liste, parce que par exemple, ce week-end, Courtois, il a pas joué parce qu'il était un peu blessé. Qui te dit que... Si c'est très léger, ouais, Ancelotti mais... l'a dit, il va même devoir jouer normalement en Ouais. Ligue des Champions cette Ouais, mais semaine. d'ici là, peut-être qu'il va se blesser en Ligue des Champions, donc apparemment, physiquement, il est déjà limite. Peut-être qu'on en parle, on fait un grand débat, et ça tombe, il sera pas dans la sélection parce que il aura un peu pas, ou bien, diplomatiquement parlant, on va dire que on peut pas le reprendre parce qu'il est un peu blessé cette fois-ci, donc, Du coup, Castells va revenir, c'est ça? Non, mais c'est le souverain à toi, à ce moment-là. donc physiquement limité, mentalement limité. Heureusement qu'il sait bien garder ses cages inviolées, parce que punaise, Ouais. heureusement que c'est un bon gardien. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, il y a toujours Matsels, évidemment, un des meilleurs C'est lui gardiens qui de doit être première numéro ligue. 1, c'est lui. point C'est barre. Matsels C'est qui doit lui, être le carrément. numéro un, tu Mais penses? de loin, il mérite tellement avec la saison qu'il fait du côté de Nottingham, ce serait tellement logique, et je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Mais c'est le poids de Thibaut Courtois, l'image de Thibaut Bah Courtois oui, qui là son statut. renverse tout, hein, C'est son véritablement. statut qui fera qu'il sera numéro 1, malheureusement. On n'en a pas encore parlé, mais moi je pense justement, je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir une ambiance assez trouble, mais s'il y a un homme qui va être là en tant que médiateur, ça va être Eden Hazard. Pour moi, Eden Hazard va être cet homme qui va pouvoir faire revenir une ambiance. On est sûr qu'il sera dans bah le ouais, groupe je- parmi ouais, les ouais. assistants? Peut-être pas dans le groupe des assistants, mais Rudy Garcia va compter sur lui. Il va parler aux joueurs. Je suis certain, il va parler à tous les joueurs. Et je pense qu'il les connaît tous. Donc et on connaît sa bonne ambiance, sa bonne humeur et tout. Et je pense que c'est lui qui va pouvoir un peu essayer de détendre un peu l'atmosphère, parce qu'il faut la détendre et l'atmosphère et Moi, j'y crois pas. gagner le premier match. Et c'est une victoire que tu repars sur de bonnes bases. Non, Moi, j'y fond- crois pas, hein, parce que Eden Hazard n'a jamais été un leader à voix quand il était sous Roberto Martinez. C'est jamais quelqu'un qui prenait la parole dans le vestiaire. C'était un copain. Ah, mais Rudy Parfois même, il Garcia, créait attends ça. des clans. Il y avait des problèmes avec les Flamands et Jan Vertonghen, Mertens, et de l'autre côté, Eden Hazard, Christian Benteke à l'époque. Moi, je sais, j'ai suivi à ce moment-là l'époque des Diables Rouges de très près. Je peux vous dire que Eden Hazard était pas du tout un fédérateur. C'était un excellent joueur de foot qui, parce qu'il était meilleur que les autres, était sur le terrain et faisait la différence et suscitait de l'admiration. Mais je suis pas persuadé qu'il va prendre un rôle de capitaine. Non, Non, mais c'est un Rudy rigolo, quoi. Garcia a dit qu'il comptait sur lui quand même à Ouais. ce niveau-là. Bah, C'est il un peut rigolo. compter sur lui, mais peut-être qu'il lui donnera 2-3 conseils, ou peut-être qu'il lui donnera 2-3 informations que nous on ne connaît pas sur l'attitude et le comportement des joueurs. Mais je sais pas si c'est lui qui va créer une Non, adhésion non, ou ça aider à polir un vestiaire. Non, il Moi, va- ça, j'y crois pas. Pour moi, c'est vraiment, c'est un vœu pieux, véritablement, du côté des Diables Rouges. Je vois pas nécessairement ce rassemblement d'un très bon œil. Moi, je vous dis comme Bon, après, je moi, le je trouve sens. Je qu'on en suis fait des curieux caisses de un voir peu, la hein. liste, mais dans le jeu, etc., ça va vraiment être, en tout cas, dans les propositions, dans les choix, génial, parce que hyper intéressant de savoir ce que Rudy Garcia va proposer.
mais dans l'ambiance, dans ce qui se crée, dans pourquoi ça se crée, etc., je suis quand même encore assez dubitatif. Bon, après, je pense qu'on en fait un peu des caisses aussi autour de ça. Et je pense pas que ce sera vraiment un problème éternel dans le groupe non plus. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont potentiellement arriver aussi, donc il y aura une nouvelle création d'équipe, un nouvel esprit. Enfin, je veux dire, moi, je pense pas qu'il faut trop s'attarder sur ce problème non plus. Justement, en parlant constamment, c'est justement les médias et nous qui allons créer une polémique encore plus grande que ce qu'elle est, pardon. T'as raison. Ça va se résoudre par des victoires, ça, Quentin. Il faut gagner contre l'Ukraine, absolument. C'est absolument. La première, tu dois la gagner, et tu dois surtout, la victoire, ça crée la bonne ambiance et tout, ça fédère un groupe. Donc là, c'est très important. Allez, messieurs, vos pancartes. Après ce débat, on passe maintenant au Sporting Charleroi et on s'attarde sur un homme aujourd'hui. Un homme qui aurait pu tout changer. Un homme dont on a beaucoup parlé dans cette émission et qu'on a voulu véritablement mettre comme un personnage central. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu être la bascule pour les Zèbres avec Alexis Flips. Charleroi aurait été en Champions Playoff. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec cette phrase? Xavier n'est pas d'accord. Du côté de Thomas, on est évidemment d'accord. Si vous avez suivi les émissions précédentes, c'est une évidence. Quentin? Ouais, elle est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, évidemment. Parole à la défense, Thomas. Parole à la défense. Non, mais là, c'est le truc, c'est que je vais me répéter, en fait. J'ai l'impression de me répéter, mais moi, je connais le niveau du joueur. Je le connais pas personnellement, mais je connais le niveau du joueur parce que je l'ai vu plein de fois en Ligue 1. Et c'est un joueur exceptionnel qui est, mais largement au-dessus du niveau d'un Heymans en numéro 10. Même si Heymans, certes, il a marqué des buts, il a été décisif à certains moments. Pour moi, c'est un joueur surcoté, comme j'ai déjà dit aussi dans cette émission. Flips a une qualité que les autres n'ont pas dans ce noyau de Charleroi. S'il c'était un titulaire avec de la confiance, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé non plus par le passé, quand il est arrivé à Charleroi, il avait potentiellement des problèmes personnels qu'on ne connaît pas, qu'il n'était pas à fond, il n'était pas à 100%. Aujourd'hui, je pense qu'il est. Ça lui a peut-être fait un déclic aussi, justement, d'être aussi longtemps sur le banc. Il a prouvé avec son entrée de jeu que c'est un excellent joueur et qui aurait pu apporter beaucoup plus à cette équipe de Charleroi. Je pense notamment au match contre le Berscott où il est resté sur le banc alors que le Charleroi était obligé de prendre les 3 points. Il n'est pas monté au jeu et je pense que c'est le type de joueur qui aurait pu faire la différence, donner les 2 points et encore être dans la course pour les Champions Playoffs. On lui a donné une demi-heure. 63e minute de jeu. Il entre, il crée absolument tous les dangers. Il est l'homme de l'interpasse. Il est l'homme parfois même de la finition. En lui donnant à peine 30 minutes, il a montré certainement qu'il était meilleur qu'un certain numéro 10 que certains aiment bien critiquer, d'autres aiment bien mettre en avant. Aujourd'hui, je ne comprends pas la situation d'Alexis Flips. Je comprends pas pourquoi ce mec-là, dont le talent est évident, a été mis de côté. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'attitude? Selon mes informations, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a eu tout simplement une volonté de la part, justement, de Rick Demil de tenir un vestiaire en se disant, en fait, Heymans, c'est la personne qui va me tenir l'unicité, qui va me fédérer mon vestiaire, et donc, du coup, je ne peux pas l'ébranler, et donc, je suis obligé d'aller le conforter, et donc, la victime collatérale, c'est Alexis Flips. C'est certainement l'une des raisons. Toi, tu n'étais pas d'accord, en tout cas, Quentin. Non, c'est un bon joueur, je suis sûr, mais on peut pas juger sur 27 minutes de jeu, je trouve. Il a eu 2 titularisations contre le Standard de Liège. Elles ont pas été au niveau. Il joue à droite. Bien entendu. Mais attention qu'à Anderlecht, il joue aussi à droite. Dans d'autres clubs, il a pas joué normalement que en 10. C'est pour ça, genre, on dit, il y a que Heymans comme concurrent. Je suis pas d'accord. Il peut aussi jouer sur un côté. Son meilleur poste était en 10, mais il peut revendiquer une place à l'autre. Donc, il y a eu des problèmes d'office qu'on connaît pas. Donc, est-ce que c'est des problèmes de mentalité? Est-ce que c'est des problèmes de motivation? Est-ce que c'est des problèmes de comportement? Est-ce que c'est des problèmes d'envie? Il peut y avoir plein de problèmes qu'on peut pas savoir. Donc on peut pas juger comme ça sur dire est-ce qu'avec Alexis Flips, Charleroi aurait été en play-off 1? On n'en a pas la moindre idée. Personne en a la moindre idée. Parce que c'est sur 2 titularisations et donc c'est très très dur à dire. Il a du potentiel. Maintenant, je suis d'accord que Heymans a eu beaucoup trop de crédit. Ça c'est sûr. Donc à voir ici lors des play-off 2, faut pas oublier aussi que c'est un joueur en prêt. Donc c'est un joueur qui retournera dans son ancien club et tout. Donc financièrement, est-ce que c'est peut-être aussi qu'il a pas pu jouer? Il y a plein d'éléments à prendre en compte, je pense. Il a pas été l'homme des Champions Playoffs, il pourrait être l'homme des Europe Playoffs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est lui qui peut porter éventuellement une victoire dans ces Playoffs 2 de Charleroi? Potentiellement, c'est vrai que s'il a son niveau, enfin, si on lui donne sa chance et qu'il a le niveau qu'il a montré lors de cette demi-heure, pourquoi pas? Mais c'est vrai que, comme quand elle a dit, il a eu 1 ou 2 fois ses chances durant la saison, il les a pas forcément prises. Il a peut-être besoin de confiance, il y a peut-être d'autres problèmes extra-sportifs qu'on n'a pas parlé. Mais moi, je pense que c'est pas ça qui fait que Charleroi rate les playoffs. Ok, Alexis Flips, c'est un super joueur, mais je pense que c'est toute la première partie de saison où ils se cherchaient, ils n'avaient pas forcément d'attaquant. Si Stulic, par exemple, il était là depuis
la première journée de championnat, je pense qu'ils auraient pu aller en Champions Playoff. Donc pour moi, le problème, c'est pas Alexis Flips, oui ou non. Oui, c'est le début de saison sans attaquant. Et le problème du gardien à mi-saison aussi. Oui, et connaît aussi. Oui, il a pas Attention, aidé. de la Vallée fautif sur le premier goal. On n'en parle pas, mais Bah, 41 c'est secondes, pas une grosse- le ballon sort en sortie de but. Il fait un plongeon. Je me demande pourquoi il plonge là. Et ça amène le corner goal. Ça a été trop vite pour se repositionner. Il était trop en avance C'est et pas il s'est normal. reculé Tu en dois être arrière. concentré dès le début. Faut pas lui trouver des excuses. Il faut lui Non, admettre c'est pas que, des excuses. faut admettre Mais que là, ce qu'il a fait, le plongeon là, c'est Ah, on a quand complètement même trouvé inutile. beaucoup d'excuses à Mohamed Koné, je trouve. Hein. Sur Ouais, le début de mais saison, on a ok. quand même été très gentil avec Mohamed Ouais. Koné. Si c'est pour à un moment donné tuer un gamin parce qu'il Mais fait je le tue pas. une intervention un petit peu T'es fou. anticipée, tu exagères. Je le tue hein. pas. Tu Je exagères le tue vraiment. pas. Je le tue pas. Si, il a raison. Je le dis pas, j'ai dit juste que faut quand même admettre que le goal encaissé, il plonge et l'amène un corner, mais que la Ok. balle elle est à côté. Ok, mais ça c'est la Ok, minute donc le 1. ballon sort, le ballon n'est pas cadré, c'est une Bien sûr. évidence, mais lui il veut anticiper, il Ouais. veut bien faire en fait, tout Ouais. simplement, et il met ce ballon. C'est pas C'est- une Mais erreur de en ouf. soi, Parce qu'en c'est fait, juste de non, on les trouve l'anticipation. Parce Mais que non, c'est tu vas faire non. quoi, elle est dehors? Et quoi, c'est la première minute? Donc quoi, en fait, Mais en après- première minute, mais t'as pardonné. mais non, c'est non, pas- le premier non, match, il non. commence à une seconde du match. C'est pas ça que je veux dire, c'est ma phrase elle est pas terminée. Quand j'ai dit c'était la première minute, c'est parce que après de la minute 2 jusqu'à la 90e minute, il a été excellent Bah et oui. il a Moi, je dis tout juste que son arrêté. goal est Donc fautif. voilà, Mais c'est j'ai dit le contraire. Juste que sur le premier mais goal, tu c'est dis lui il est fautif. fautif en mode Bien c'est sûr. à cause de lui que Charleroi a perdu contre Ça Mais non, mais le goal, il est Évidemment. fautif. Les gars, faut arrêter de lui trouver des Ouais, mais excuses. c'est un gamin de 19 ans qui Ouais, fait des abuse, erreurs. ouais, non, le, ouais. nombre J'ai jamais dit le le nombre de fois où ici, à un moment donné, certains chroniqueurs que je ne citerai pas, je les regarde, ont protégé Mathieu Epolo parce qu'il a fait des énormes non, par contre, arrêts c'est- et en même temps il a fait des énormes bourdes. On va pas ne pas faire la même chose avec Martin de la Vallée. Hein. Mais non, mais le il faut- discours il est similaire. Il hein. faut savoir dire quand un goal est de sa pomme et quand un goal n'est pas de sa pomme. Ouais, On enfin, l'a dit avec Koné sa quand un pomme, goal c'est était un de sa grand pomme. mot. Ouais, c'est un Et gros les mot parce que défenseurs c'est qui la laissent deuxième Raman phase. tout seul dans le petit rectangle, Ouais. c'est de la faute de Mais la c'est lui vallée, qui amène ça. l'action. Et c'est une deuxième phase, hein. On est sur un corner on s'est suivi par un corner, donc une deuxième phase vraiment genre 2-3 minutes après. Franchement lui, au placard. Et donc forcément la sous-question, et là bien sûr on va aller Voilà. sur le grand gagnant de cette Champions Playoff, c'est évidemment la Gantoise, messieurs, la Gantoise qui a été cherchée cette fois-ci méritoirement, quand même une victoire à l'Antwerp. Ils ont bien joué, ils ont mérité leur victoire du côté du Bossel. Je pose simplement la question, est-ce qu'ils méritent leur place dans le top 6, oui ou non? Pas obligé nécessairement de lever la moi, je sors pancarte sur ce coup. Je Tu sors. lèves la pancarte, est-ce qu'il la mérite oui ou non? Oui, d'accord, pas d'accord, d'accord et pas d'accord, comme d'habitude. C'est mon émission. Quentin, c'est lui, cette semaine, c'est Ah, sûr. aujourd'hui, je suis là. Allez, les gars, s'il vous plaît. C'est le FC La Gantoise Lavar. Sans Lavar, ils sont pas en playoff, ils ont pas les points. Donc, C'est le FC Var, la Gantoise. voilà, c'est le FC Var La Gantoise. Dans un- Sans ça, ils sont pas en playoff au niveau des points. Donc, rien que pour ça, pour moi, ils méritent pas d'y être. Ceci dit, Je le parle match pas- au Bossel, il est bon. Hein. Mais Il fait un oui, très mais bon là, match. Et pas attendez, que, les pas gars, que. là, c'est une culture de l'instant. C'est pas parce qu'ils ont fait les 3 bons derniers matchs qu'on va dire, ils ont le nombre de fois cette année qu'on a critiqué le jeu de la Gantoise. Là, c'est une culture de l'instant, je suis désolé. Parce que vous dites, ah ouais, la Gantoise, oui, mais ils ont bien joué. Ils y jouent bien depuis 3 matchs. Mais les gars, il y a eu combien de journées avant? Il y en a eu 26, hein, de disputés. Donc, au niveau des points, la Lavar leur a trop donné de points. Moi, juste regarder un truc, c'est le nombre de points que les 3 équipes, que ce soit le Standard, Charleroi ou Gand, après contre les autres contre les autres équipes des playoffs 1, donc les 5 premiers. Et c'est Gand qui a pris le plus de points. Donc quand tu regardes ça, face aux concurrents directs, c'est eux face aux tops équipes, c'est eux qui ont pris le plus de points. Donc pour moi, si tu dois choisir entre les 3 équipes, c'est eux qui méritent Ouais. peut-être un peu plus leur Et, place. et même le niveau affiché des 3 clubs qu'on a cités, donc Charleroi, Standard et la Gantoise des 4 dernières semaines, même si on est complètement d'accord sur ce sujet, ça je te rejoins à 1000%, ils ont été avantagés par la VAR, mais le jeu, je trouve que c'était le meilleur des 3, même si Charleroi face à Genk a été excellent, mais quand tu compares avec la prestation face à Malines, il y a vraiment Donc ça, c'est une culture de l'instant. un contraste énorme. Donc enfin pour être purement objectif sur le jeu de ce qu'on a vu les dernières semaines, la Gantoise mérite sa place. Et sur toute la saison. A priori Mieux que Charleroi, toi qui as toujours revendiqué le jeu de Charleroi. le problème avec Charleroi, c'est qu'on a eu des problèmes avec Koné, on a eu des problèmes avec l'attaquant, on a eu des problèmes avec Flips, on a eu plein de petits problèmes. Et quand tu prends pas des points contre le Berscott par exemple à l'extérieur, je suis désolé, tu peux pas. Et puis moi j'aimerais quand même souligner quelque chose, messieurs, vous n'en avez pas parlé, mais le travail de Daniel Milicevic en un tout petit laps de temps, franchement c'est quand même prometteur. Je trouve que c'est un entraîneur qui a beaucoup de talent, qui est quelqu'un que je connais assez bien d'ailleurs, et donc je connais un peu ses méthodologies de travail. On est sur un entraîneur qui certes n'a pas pour le moment une patte très développée, mais quelque part il a réussi à redynamiser un collectif. Il y a des joueurs qui étaient plus du tout vraiment concernés avec Wouter Franken, qui aujourd'hui sont partie prenante, et on voit des joueurs qui sont beaucoup plus concentrés sur le ballon, qui savent s'appliquer, qui veulent gagner un match. Franchement, le travail qu'il fait, il faut vraiment le souligner. Je trouve que Daniel Milicevic est
un grand artisan de cette qualification en play-off. Hein. Ouais, je suis dans un certain sens, je suis plutôt d'accord, mais on voit quand même qu'il s'appuie assez fort sur le système d'Hane Van Azebroek, sur le plan de jeu de Hane Van Azebroek. Donc a priori, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand artisan? A priori, je dirais non, parce que il s'appuie quand même sur ce que Van Azebroek a apporté par le passé, et on le voit de toute façon, il y a certains joueurs comme Samoas qui avaient été très bons du côté de la Gantoise avec Hane Van Azebroek. Il est plutôt bon aussi ces dernières semaines. Et aussi il y a le transfert Van Zer que j'ai critiqué au départ, et finalement il a quand même plutôt bien assuré. Donc je trouve que c'est mérité. Et là, c'est peut-être un arbitre intéressant, en tout cas dans cette lutte pour les playoffs. Ouais. J'aimerais beaucoup, par exemple, voir la Gantoise complètement libérée, qui n'a plus véritablement quelque chose à perdre dans des rencontres de très haut niveau. Et pourquoi pas être un véritable adversaire pour des grosses équipes qui sont, bon, on va se dire la vérité aujourd'hui, l'Union Saint-Gilloise, le KRC Genk, le Club de Bruges, ces trois équipes qui volent au-dessus du championnat, sont largement au-dessus. Mais dans ce rôle d'arbitre, on parlait évidemment, si le Standard venait à arriver en play-off 1, qu'il pourrait être l'arbitre parfait. La Gantoise peut l'être aussi, hein. La Gantoise peut l'être aussi, Xavier. Ouais, clairement, parce que je pense qu'ils peuvent même revendiquer peut-être une 4e place, parce que comme tu l'as dit, les 3 premiers, je pense qu'on les connaît. Après, 4, 5, 6, toutes les équipes peuvent finir à ce poste-là. Et même, ils sont un peu embêtants, donc ils peuvent aller peut-être embêter un peu une fois le Club de Bruges, leur faire perdre 2 points en faisant un match nul par-ci par-là. Donc, bien sûr, ça peut être un bon arbitre. Non, et moi, ça m'étonnerait pas, comme je dis, de vraiment les voir 4e à la fin des playoffs. Ce qui est intéressant dans ces playoffs cette année, je trouve, c'est que en fait, t'as un top 6, donc une compétition à 6 équipes, mais dans cette compétition à 6 équipes, t'as en fait 2 compétitions. Il y a des micro-compétitions. Non, mais vraiment, t'as le top 3 qui va jouer le titre, et les trois autres vont jouer les places européennes. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant et cool. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, dans ce top 3, on en reparlera avec l'Union, mais moi je les trouve absolument incroyables. Absolument incroyables. Et il y aura des rencontres qui vont être absolument folles. Ça me fait déjà manquer les playoffs. Le fait de savoir des playoffs incroyables, ça me manque déjà. J'ai hâte d'arriver à la fin avril, début mai, là où vraiment ça commence à sentir le soufre. Et là, on va voir vraiment, et on va pouvoir évidemment en débattre ensemble jusqu'à la fin de saison. Ça va être vraiment très très chouette. Allez, on passe sur une plutôt mauvaise nouvelle. Vous, amis supporters du Sporting d'Anderlecht, je pense que vous savez de quoi je vais parler. C'est la débâcle de trop. Anderlecht, tout simplement battu à Westerlo, 2-0. Les Mauves doivent se séparer de leur entraîneur David Hubert pour retrouver une équipe compétitive. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier? Je suis pas d'accord. Il est pas d'accord. Thomas? C'est dur, franchement c'est dur. C'est dur, mais je vais dire d'accord. D'accord. Ouais. Et Quentin est évidemment d'accord. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Qu'est-ce que, quelque part, David Hubert pourrait mieux faire, qu'il ne fait pas bien, et qu'il pourrait améliorer, ce qui fait en sorte qu'il devrait rester en place? Pour moi, je pense que c'est pas forcément David Hubert le problème. C'est les joueurs sur le terrain, entre guillemets. Quand tu regardes les joueurs offensifs qui ont énormément de talent, que ce soit Edozier, Torgan Anderson et tout ça, offensivement, ils font tout le temps les mauvais choix. Et ça, c'est pas David Hubert qui les fait. Quand tu es sur le terrain et que tu fais un mauvais choix, que tu veux essayer de dribbler au lieu de faire une passe à ton coéquipier ou autre, ça, c'est pas l'entraîneur, c'est les joueurs sur le terrain. Et moi, je pense, en dehors de David Hubert, c'est vraiment les joueurs sur le terrain qui prennent pas leurs responsabilités et qui sont pas à niveau pour un club comme Anderlecht actuellement. C'est surtout ça le problème. Et que tu mettrais n'importe quel entraîneur, si les joueurs sur le terrain ils font n'importe quoi, point. Tu parles quand même de joueurs internationaux belges. Ah mais ils sont bons, comme je dis, ils ont énormément de qualité, ils sont super talentueux. Mais quand tu regardes le match face à Westerlo par exemple, 90% du temps, voire peut-être même un peu plus, ils font tout le temps les mauvais choix. Ouais, non, c'était exécrable. Mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est intéressant le côté genre les joueurs ne font pas les bons choix, et franchement face à Westerlo c'était criant, tu le voyais, c'était aberrant même. Tu vois des joueurs comme Huerta qu'on a on a parlé tellement en bien de lui, de son transfert, c'est un international mexicain, il est très bon dans le championnat mexicain, mais excuse-moi, à part son premier but contre Courtrai lors de son premier match, on le voit pas. Il est aux abonnés absents, on le voit pas sur le terrain. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il a peut-être une phase de creux aussi, due à son adaptation. Phase de creux, il vient d'arriver. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Dans ce sens-là, oui. C'est pas très facile pour un Sud-Américain de tout de suite répondre directement. Je suis peut-être un peu plus exigeant par rapport à lui, mais c'est parce qu'on l'a tellement mis en haut de l'affiche que j'avais beaucoup plus d'attentes de lui, et on le voit pas du tout dans un match, pas du tout. Il est vraiment fantomique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce terme, mais je l'ai créé pour vraiment montrer à quel point je le trouve aux abonnés absents. Maman française, papa flamand, évidemment. Voilà, ça crée des mots. Merci pour ce français exceptionnel. On fait tous des erreurs. C'est très bien, Thomas. En tout cas, ton explication, elle est valable. Et moi, je vais en profiter pour
un petit peu sauter sur ce que tu as dit pour aller justement un petit peu plus loin dans la réflexion. Dans ce que vous avez vu, dans la performance des joueurs, peut-être que vous avez pu voir notamment les visages des joueurs, ce qu'ils pouvaient éventuellement retransmettre et ressentir. Est-ce que vous sentez une équipe, un groupe qui a lâché son coach? Ouais, tu le sens dans la mentalité, je trouve. Ça se ressent sur le terrain. Il y a pas de révolte, il y a pas de quand il y a eu le 1-0, on a pratiquement vu aucune occasion d'Anderlecht, c'était vide, c'était sans esprit, rien, c'était nul à chier. Même déjà sur le goal, sur le goal, la concentration, le positionnement et tout, c'est des joueurs qui sont pas dedans. Et puis quand on regarde les statistiques d'Hubert, sur les 15 derniers matchs, c'est 40% de victoire, 40% de défaite. Quand tu t'appelles Anderlecht, je suis désolé, tu peux pas avoir 40% de défaites sur les 15 derniers matchs. C'est un bilan assez catastrophique. Je pense que quand tu t'appelles Anderlecht, tu dois avoir un coach qui doit avoir les épaules pour être dans une telle ossature, dans un tel club. Donc ouais, clairement, ça va être compliqué. Mais est-ce que le véritable fautif de ça, c'est pas justement le président, celui qui a lutté, qui a demandé à ce que ce soit lui qui prenne la place de Brian Riemer, Wouter van de Noot? Est-ce que quelque part, on ne déplace pas un peu le problème en mettant tout sur le coach? Est-ce que on ne regarderait pas un petit peu plus en haut dans la structure dirigeante du Sporting d'Anderlecht pour trouver les vrais responsables? Parce que quelque part, ils auraient très bien pu aller sur un autre profil. Ils avaient des possibilités. On se rappelle notamment de la piste qu'on avait évoquée sur X, de l'ancien joueur de Tottenham, l'entraîneur assistant, qui était un des joueurs, un des entraîneurs importants qui pouvait signer, qui était sur le point de signer. Au dernier moment, on a écarté la décision, qui était d'ailleurs des discussions entretenues par Jesper Fredberg. Par la suite, on sait ce qui en est advenu. Évidemment, il a quitté le club. Et on est allé sur David Hubert. Est-ce que c'est pas ça la première erreur? Est-ce qu'elle ne vient pas initialement de Wouter van de Noot? Peut-être, mais quand on regarde vraiment les 4-5 premiers matchs de Hubert, en fait, avec Anderlecht, les résultats étaient là. Les résultats étaient là, le jeu était quand même plus ou moins là par rapport à ce qu'on avait avant avec Riemer. Donc, le problème, c'est que tu mets quelqu'un en intérim, qui était déjà un peu dans la maison, donc qui connaît bien le club. 4-5 premiers matchs, tout se passe bien. C'est compliqué de lui dire, ok, tout se passe bien, on va le virer, on va mettre quelqu'un d'autre et ça va bien se passer ou ça va mal se passer? Tu sais pas trop, tu vois. Tu sais ce que t'as, mais tu sais jamais ce que tu auras. Et donc, vu que ça se passe bien, tu te dis, on va continuer avec, vu que ça tourne bien. Ouais. Malheureusement, mais ils n'auraient pas dû s'attendre, Xavier, au fait qu'un entraîneur de moins de 18 ans qui fait directement la transition avec une équipe première pour la première fois ait des coups de mou? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu anticiper? Oui et non, parce que quand tu regardes, Mikaël, il avait plus d'expérience, mais au final, il venait du club Next, il a pris les rênes au club de Bruges, et depuis, il roule sur le championnat. Sauf que Nicky Hayen, il a un autre effectif en termes d'argent, et il y a beaucoup de joueurs qui étaient blessés du côté du Sporting d'Anderlecht sur lesquels ils n'ont pas pu compter, notamment Casper Dolberg. Ouais, c'est surtout aussi, j'en ai déjà parlé les semaines précédentes, c'est vraiment beaucoup de blessés aussi, il a dû faire face à beaucoup de soucis, donc c'est pour ça que je suis d'accord et pas d'accord, parce que il a pas encore les qualités requises pour être au top dans un club comme Anderlecht, mais il a du potentiel en tant que coach. Mais il a quand même dû faire face à beaucoup de circonstances qui font qu'aujourd'hui Anderlecht joue très mal et c'est pas beau à voir. Et moi je suis d'accord sur le fait qu'Anderlecht joue mal, je suis d'accord avec le fait qu'Anderlecht n'est pas au niveau, je suis d'accord avec le fait que c'est inacceptable, mais je suis pas d'accord avec le fait qu'on tombe uniquement sur l'entraîneur, parce que la responsabilité elle est pas uniquement sur David Hubert, qu'on sent que c'est un garçon qui apprend son métier pendant qu'il entraîne, il est dans son instant présent, il essaye de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants du football avec des égos aussi qu'il doit pouvoir gérer, et je pense que c'est pas facile en fait. Je pense qu'il est en train tout simplement d'apprendre son métier, et c'est compliqué quand on est l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht de donner les clés à un entraîneur qui apprend son métier. Alors ce qu'on lui demande, c'est pas d'apprendre son métier pendant qu'il entraîne, c'est tout simplement d'être performant et de donner justement des leçons aux joueurs. Et c'est ça le vrai souci. C'est pour ça que pour moi, c'était une erreur de la présidence. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme quoi, il apprend son métier, mais quand tu t'appelles Anderlecht, tu peux pas te permettre d'avoir un entraîneur comme ça. Je suis désolé. Ça fait depuis combien de temps, 2017, qu'ils ont plus été champions. Et à un moment, il faut passer à l'action. Et il faut avoir des joueurs performants, des coachs performants. Il faut avoir tout performant. Tu peux pas te permettre à Anderlecht d'avoir un coach qui apprend son métier. C'est impossible. Non, mais clairement. Mais par contre, je reste persuadé que le noyau actuel d'Anderlecht aurait pu faire 10 fois mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Mais tout à l'heure, tu parlais justement de la Gantoise, possiblement 4e, possiblement, c'est Xavier qui en parlait en Conference League, et pourquoi pas cette 4e place européenne à aller chercher. Bon, est-ce que Anderlecht n'est pas dans la plus difficile des situations à l'heure actuelle? Est-ce que justement, comme certains supporters le disent, il faut absolument se séparer de David Hubert pour pouvoir retrouver des ambitions? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours-là? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir justement ne pas chuter durant les playoffs?
Je pense, ouais, vu la situation actuelle, je pense en plus que tu as la trêve internationale qui arrive maintenant, donc si tu changes rapidement d'entraîneur, il aura 2 semaines pour se préparer. C'est le meilleur moment. En tout cas, Ouais. ouais, si tu dois le faire, c'est maintenant, quoi. Clairement d'accord, 100%. Ok. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est intéressant, c'est très intéressant. Je pense que logiquement, vu la façon dont Anderlecht fonctionne, logiquement ils vont lui laisser au moins d'aller jusqu'en en fin de saison. En tout cas, c'est des Il reste infos un que match, j'ai pour quoi. le moment. Les infos que j'ai pour le moment ne vont pas direction prennent pas la direction d'un licenciement, tout simplement parce que il y a certainement des entraîneurs qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas libres actuellement pour le Sporting d'Anderlecht. Donc si ce serait encore pour chercher des nouvelles solutions, des micro-solutions, tu vas me dire, oh, il y a Philippe Clément qui est libre, c'est génial. C'est le premier nom qui Oui, bah oui, mais je sais, mais sauf que Philippe c'est Clément au difficile, club il de ira Bruges, jamais, tu il peux ira pas le jamais. faire venir en mars, tu le Non, fais venir clairement, en début de clairement. saison pour qu'il prépare, etc. Donc pour moi, ce sera un entre-deux où on va essayer de faire un petit peu avec des briques et des brocs en play-off, et puis derrière, quitte à faire des play-offs relativement moyens. Le Sporting d'Anderlecht aura toujours Casper Dolberg pour marquer des buts. Hein. Bah, Ça, c'est une évidence. S'il revient, heureusement, c'est vrai, tout dépend vraiment de lui. C'est ça le pire. Hein. C'est vraiment le joueur clé de cette équipe. The hero of Ah ouais, non, mais Parker vraiment, Street. tout tourne autour de lui. Hein. On peut pas. on va pas Incroyable. se le- Xavier, tu voulais rajouter quelque chose? Nikazi qui est libre aussi, et qui Oui, connaît mais un peu la enfin, maison. Ouais, non, on l'a c'est déjà ça. eu, c'est bon. Next. Exactement. On Ah, retourne Anderlecht, pas, on l'a pas vu, peut-être que, on voilà. retourne pas avec ses ex. Bref. Ah ouais, c'est ça. C'est comme ravaler son Crachat. vomi. Ah, ou Ah quoi, ouais, c'est ouais, pas grave. pareil. Petite expression, effectivement, sympa. Le match de la semaine, à présent, évidemment, on parle de l'Union Saint-Gilloise. Grosse victoire de la part des jaunes et bleus contre le Standard de Liège. Assez facile, assez mérité, assez attendu. Il n'y a pas vraiment eu de suspense dans cette rencontre. Le Standard de Liège qui se retrouve donc en Play-off 2 après que ses supporters aient longtemps espéré, attendu. Tu ne raseras pas tes cheveux, mon Thomas. Tu ne raseras pas tes cheveux, ça C'était- va le faire. C'était tellement évident. Et est-ce que vous vous rappelez quand t'as posé la question combien de points le Standard prendra dans les 5 premiers matchs? T'avais dit 8, je pense que t'avais dit Ouais, 8, moi, 8. Moi, j'avais et 17. t'avais dit 7. Et moi, j'avais 17. J'avais dit 3. Enfin, Allez, actuellement, allez, on se serre la main. Allez, viens, viens me serrer la main. Actuellement, Mon je copain. suis en bonne voie. Donc voilà, on m'a peut-être critiqué, on m'a descendu partout où vous voulez, mais au final, les chiffres sont là et je pense que ce sera un 3 sur 15. Ouais, mais ce sera un 3 sur 15. Après, il y a le match de dimanche, peut-être pour sauver l'honneur face au Royal Antwerp Football Club. Mais le Standard de Liège, au moment où on tourne cette émission, a déjà perdu son directeur sportif. Bon, on l'a annoncé depuis octobre, hein, donc ça, c'est pas nécessairement une surprise. On sent forcément qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger liées au rachat du club. On est quand même là, vraiment, on retrouve l'instabilité qu'on connaissait depuis 2 ans au Standard, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions pour préparer une rencontre. Même l'entraîneur ne sait pas ce qui va advenir de son futur. Donc, c'est compliqué aussi de préparer des matchs et d'aller vers la victoire et de rassurer les joueurs, des joueurs qui ne savent pas si leurs prêts vont être levés ou pas. À l'heure actuelle, Eika, propriétaire du Standard, a dit non, on ne lèvera pas les options. Donc ça aussi, ça rajoute beaucoup de doutes et les performances des joueurs forcément s'en suivent. Ça pourrait avoir des conséquences, bien évidemment, sur les playoffs 2. Mais moi, la question que je voulais vous poser concernant les RSCL, c'est très simple. Est-ce que, pour vous, le Standard doit avoir des regrets ou est-ce que c'est une saison qui, quoi qu'il arrive, est réussie au vu du contexte et de la situation? Quentin? Pas de regret. Pas de regret. Non. Donc, saison réussie. Ouais. Regret, saison réussie. Saison complètement réussie. Saison réussie. Saison réussie. Saison réussie. Alors, Ouais. pourquoi estimez-vous que la saison est réussie? Parce que quand tu vois l'atmosphère, l'ambiance du club, tout ce qui tourne autour avec ACAP, le fait des problèmes au début, on va pas l'oublier, hein, comme quoi les joueurs n'étaient pas payés en temps et en heure, le staff n'était pas payé. Il y a eu plein de problèmes comme ça, des problèmes financiers, les problèmes du rachat, plein de joueurs en prêt. C'est te dire que tu as réussi avec ça à essayer de fédérer un petit groupe, une petite ambiance, et à essayer de prendre des points, à réussir à te sauver, et c'était pas l'objectif clairement de la saison d'être en play-off. L'objectif c'était de se sauver, et ils ont réussi à le faire. Après, ils ont pu aller surperformer, et espérer une place en play-off. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut y croire, comme on dit, mais ils y ont cru, et ça c'est bien, mais leur saison est clairement réussie. Mais il y a pas de regret vraiment. Parce Non, qu'il y avait Tu peux quand pas- même tu peux pas avoir des l'espoir regrets. des Tu peux pas avoir- supporters non. de dire mais moi à un moment donné j'y crois et on va le faire. Allez les gars, c'est parti. Il y avait quand même cet engouement. Ça aurait été la Ouais. cerise sur le gâteau, clairement. Ça, je le dis pas parce que il t'avait cet espoir que le Standard puisse aller en play-off 1. Mais et quand tu prends tout le contexte, tout ce qu'il y a eu autour du club cette saison, ben franchement, c'est une saison réussie. Cette 7e place, c'est une saison réussie. Et justement, là, ce qu'il va falloir maintenant, ce qu'ils doivent déjà maintenant penser, c'est à la saison prochaine, comment ça va se passer, comme tu l'as dit, comment ils vont vendre le club, qui va le racheter, les joueurs en prêt.
il y a un trouble sur ce club, mais qui est monumental. Mhm. Et donc on ne banalise pas, on banalise selon toi un peu l'exceptionnel et on ne minimise pas la performance. C'est ça que tu es en train d'expliquer. C'est intéressant, Thomas. Mais avec le jeu proposé tout au long de la saison, on peut quand même pas prétendre de pouvoir accéder au Champions Playoff. Enfin, je veux dire, t'as pas le niveau nécessaire pour pouvoir performer dans cette compétition-là. Tu vas quand même pas perdre tous tes matchs, même si bon, certes, il y aura peut-être des petits points par-ci par-là, des victoires à Bruges, on sait pas comment ça se passe. Enfin, tu vois, ça peut toujours on se sait faire. pas comment ça se passe. Oui, enfin, moi, c'est toujours une énigme. Toujours une énigme. C'est tellement énigmatique ce qui s'est passé. Le monstre du Loch Ness. Ah ouais, non, mais on est en Écosse. Ah ouais, non, 19 points perdus par le club de Bruges après un match en Ligue des Champions, donc c'est tout simplement ça. Oui, oh là là, non, mais ça joue aussi. Tac, direct. Non, mais ça joue aussi. Mais quand même, le Standard prend 6/6 contre le club de Bruges cette saison. C'est quand même fou. Pour moi, c'est fou. Et pour revenir sur ta question, c'est pour moi la saison elle est réussie dans le sens où, comme Quentin le disait, le contexte est quand même très flou. Je pense que beaucoup de clubs dans la situation actuelle du Standard seraient vraiment beaucoup plus bas dans le classement. On a eu pas mal d'exemples par le passé. Je pense notamment à Lokeren, à Beveren et Moucron malheureusement aussi. Donc non, franchement, ce qui s'est passé du côté du Standard niveau performance en termes de chiffres, c'est vraiment très bien et c'est quand même assez impressionnant d'avoir réussi et d'être terminé aussi haut dans le classement. Ouais, très positif aussi, hein. Xavier, tu vas dans la même direction. Oui, clairement, c'est sûr que les 2 saisons précédentes, pendant longtemps, ils se battaient un peu pour le maintien. On sait pas trop. Ici, le maintien était plus ou moins assuré et rassurant assez tôt dans la saison. Et l'objectif principal, c'est quoi? Ne pas jouer la relégation et pas se faire peur fin de saison. Au final, ils ont été presque en play-off 1. Il manquait quasiment pas grand-chose. Donc oui, les supporters ont eu de l'espoir et tout ça. Mais l'objectif principal, c'était le maintien facilement. Et au final, ils l'ont eu sans trop se tracasser. Donc clairement, une saison réussie pour moi. Il y aura beaucoup moins de supporters, en tout cas durant les playoffs 2, ça je peux vous le dire. J'ai sondé notamment auprès de ceux qui devraient logiquement ou pas, je dirais, ajouter un nouvel abonnement à leur initiale. On prendra pas l'abonnement playoff 2. On prendra pas l'abonnement C'est playoff ça, 2. j'ai un doute. Tu vois, genre, je pense s'ils gagnent par exemple les 2 premiers matchs des playoffs 2 ou un truc comme ça, tu vas voir que tous ceux qui t'ont dit ça, ils vont être au stade parce qu'ils vont avoir l'espoir de les gagner. Il faut peu de choses, surtout au Mais est-ce que Standard. ça vaut vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a un vrai engouement pour ces playoffs 2? Non, mais c'est dommage parce que je trouve que ça devrait quand même, enfin, les équipes qui sont qualifiées entre guillemets pour ces Europe playoffs, je trouve qu'ils devraient avoir une mentalité différente. J'ai l'impression que quand t'es en Europe playoff, t'es sauvé. Bah, la saison elle est terminée. Et c'est dommage parce que je trouve que le dernier ticket européen, ça devrait être justement un objectif pour tous les clubs qui sont dans cette compétition-là, mais c'est pas le cas aujourd'hui, c'est dommage. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ECAP, les propriétaires américains, n'ont pas encore vendu le club. Hein. Ils espèrent cette qualification européenne pour aller chercher 5 millions de plus, pour aller chercher la barre des 30 millions d'euros pour vendre le club. C'est quand même beaucoup d'expectatives. On rappelle que la fameuse lettre de confort qui doit être donnée pour pouvoir obtenir la licence, c'est en avril. C'est dans un peu moins d'un mois, les amis. Hein. Donc, encore une fois, ça rajoute du trouble et du stress. Quentin. Ouais, exactement ça. Après, la Belgique, c'est quand même un pays à part où tu peux dire que le deuxième peut finir, le 12e, pardon, de la phase classique peut finir en Europe, quoi. Voilà. C'est sympa. Éventuellement, Westerlo contre Chelsea en préliminaire, c'est magnifique. Enfin, on a eu le FC Noah contre Chelsea. Bah oui, donc voilà, c'est Westerlo est quand même un peu meilleur que Noah, je pense. Oui, puis en même temps, il porte pas le nom d'un prénom. Donc ça, c'est très bien aussi. Je vais vous poser 2-3 questions sur l'Union Saint-Gilloise, parce que moi, je trouve leur efficacité absolument incroyable. C'est dingue. 3 tirs cadrés, 3 buts, les amis. C'est fou. Promise David vole. Franjo Ivanovic survole. Certainement en Europe, dans un top club européen l'année prochaine. Est-ce que vraiment on est sur la meilleure attaque du pays? Honnêtement, oui. Ils ont vraiment tellement de potentiel, ces joueurs-là, c'est dingue. Quand tu vois les frappes de Promise David, c'est des fusées, mais c'est d'une efficacité, c'est fou. Et le mec, il progresse, hein, parce que je me souviens, en début de saison, ses premiers matchs, je pense que c'était en Super Coupe contre le club de Bruges. C'était pas fameux, il ratait ses contrôles. Enfin, tu voyais qu'il avait un certain potentiel, mais il a fait vraiment des grands pas en très peu de temps, et je trouve ça exceptionnel pour un joueur qui jouait quand même en Estonie. Une petite. Si je me trompe pas. Il jouait en Estonie ou en Lettonie ou un truc comme ça. Il jouait au FC Pair, donc c'était en Estonie. C'est en Estonie, absolument. Ouais. Petite statistique concernant Promise David, un but toutes les 86 minutes. Ouais. Un but toutes les 86 minutes. Ça veut donc dire qu'on est, d'abord premièrement, le Canada est en train de faire la fête parce qu'on va avoir un duo David, Jonathan David, Promise David. Donc ça va être sympa évidemment pour leur future rencontre, la CONCACAF, etc. Mais surtout du côté de l'Union,
encore une fois, on fait des bons choix. Hein. Ah, Ouais, il me fait trop penser à un Nigérian qui a joué à l'Union Saint-Gilloise, hein, Victor Boniface, qui était oui. incroyable à l'Union Saint-Gilloise. J'adorais ce joueur. Dommage qu'il a connu une période un peu plus compliquée à cause des blessures à Leverkusen, mais qui a été très bon aussi à un moment à Leverkusen. Mais il me fait vraiment penser à ça, à physique et tout. Et le duo Ivanovic-David, c'est très complémentaire. C'est ultra complémentaire. C'est un petit, un grand, un rapide, un physique, un costaud, un technique. Il y a vraiment de tout. C'est le meilleur duo d'attaque du championnat. Donc on est vraiment sur la meilleure attaque. Tu Niveau confirmes. duo d'attaque, oui, bien 100%. sûr. Et donc moi je vais aller un petit peu abonder à votre sens, les amis. Est-ce que à ce duo d'attaque-là, et je vais poser la question à Xavier, il est excellent parce que derrière, il y a des joueurs qui enfin ont leur vrai niveau. Parce qu'on voit un Noir Telach qui se révèle. Parce qu'on voit un Sofiane Bouffal qui est enfin en train de prester au niveau. Est-ce que la qualité de ces attaquants, c'est la conséquence des milieux de terrain offensifs qui enfin sont bons? Non, je pense pas forcément. Je pense que même un peu avant que Bouffal revienne à un niveau, ils y performaient déjà assez bien. Donc je pense que c'est pas forcément eux la clé. C'est vraiment un duo fort complémentaire et un duo comme on a tout le temps eu à l'Union les années précédentes. C'est toujours un peu plus mobile, un peu plus rapide et un peu plus un grand costaud devant. Et c'est un duo qui fonctionne bien, qui a toujours bien fonctionné même dans tous les clubs. C'est toujours la belle complémentarité. Et simplement, ouais, c'est deux très forts. Mais pour moi, c'est pas forcément la meilleure attaque du championnat. C'est top 1 ou top 2, en gros. Parce que faut pas quand même oublier le club de Bruges. Que l'Union, Tu préfères Jude Gla et Linson? Hein? Non, la ligne d'attaque. Donc, à Bruges, je joue à 3 devant. Donc, c'est Solis, c'est une Jude question. Gla, Il n'y a pas de jugement voilà. et de sous-question. Tu as le droit de préférer Nilsson et Jude Gla. Non, mais c'est pas le duo ensemble. C'est la ligne d'attaque complète. Parce que Bruges joue avec une seule pointe. Donc, voilà. Mais c'est juste que je trouve que Bruges, ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau en Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise, ils sont monstrueux. Mais on les voit vraiment surperformer en Belgique. Et le niveau belge, c'est pas non plus... c'est en Après, Europa League, contre l'Ajax, Europa League, c'était moyen. passer, hein. Ouais, contre l'Ajax, il devait passer mais 10 l'Europa- fois. Et Ivanovic, il a été excellent. en L'Europa Europe, League et la Champions, c'était quand même autre chose. Oui, Et l'Europa League, c'est quand même, tu joues quand même contre l'Ajax, hein. Ajax, c'est, Premier. désolé, c'est pas très loin du niveau d'Aston Villa, hein, ou Atalanta, hein. Moi, je trouve que c'est quand même inférieur, voilà. Ouais, non, Ouais. Mais je pense que ça se bat un petit peu, enfin, je pense que c'est kiff-kiff, hein. Mais je trouve qu'il faut pas non plus enterrer la ligne d'attaque du club de Bruges. Eh ben justement Thomas, en quoi explique à Xavier, explique aussi à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardez évidemment sur YouTube, en quoi justement l'Union Saint-Gilloise offensivement, collectivement est meilleure que le club de Bruges. Tout simplement sur la créativité. Je trouve que ces joueurs-là ont plus de créativité que les joueurs du club de Bruges. Par exemple, un Solis, j'adore, hein. Il est très bon, même s'il est muet depuis quelques semaines. Il a pas la créativité que Ivanovic a. Faut penser une fois à tous les buts marqués par Ivanovic. Je pense notamment le but qu'il a marqué contre le club de Bruges. C'est exceptionnel, c'est d'une créativité énorme. Face au Standard, le dernier but, il a mis, c'est tellement réfléchi, c'est d'une créativité qu'on voit pas souvent. Et je trouve que ça, c'est la différence entre les joueurs offensifs du club de Bruges et les joueurs offensifs de l'Union. C'est la créativité, ils sont nettement meilleurs. Un Bouffal est quand même très créatif aussi. Telach est un joueur hyper créatif. Et à Bruges, à part Talbi et Van Aken, t'as pas forcément des joueurs hyper créatifs. Exactement. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui change entre l'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges, c'est l'effet de surprise. C'est le fait qu'à un moment donné, à l'Union, il y a un mec qui peut prendre le ballon et qui fait une différence et personne l'a vu venir. Ouais. Du côté du club de Bruges, on est sur une machine qui roule sur son adversaire, Sur milieu de terrain, véritablement comme un tracteur, et ils vont tous ensemble en bloc et à un moment donné, ils sont compacts et boum, ils te marchent dessus et puis c'est terminé, t'existes plus. Quand ils sont à fond, bien évidemment. C'est vraiment tout un collectif qui resplendit. Là, du côté de l'Union, en plus d'avoir un collectif qui se connaît, qui peut faire la différence, il y a ces petits génies, il y a ces mecs qui peuvent faire la différence. Et je vais vous dire ce qui va faire que moi, je crois à l'Union Saint-Gilloise championne, c'est tout simplement que le dispositif et l'animation de l'Union Saint-Gilloise est complètement différente de celle du club, du KRC Genk et du club de Bruges. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir attendre, bien tranquille, et ils vont nous faire à la Cholo, à la Diego Simeone. Vamos à Qatar, et on va partir très vite devant. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a personne qui est capable de le faire. Le KRC Genk ne le fait pas bien, ne sait pas le faire, Ouais, on l'a vu dans tous ces matchs. Ils sont pas en forme, mais eux, c'est système de possession mis en place, et derrière, jeu plein, et on va marquer des buts comme ça. Le club de Bruges est capable de le faire, mais n'est pas nécessairement très fort. Dans ce registre-là, là où ils sont plus forts, c'est quand ils n'ont pas nécessairement un match extraordinaire devant eux, les unionistes, mais ils ont cette capacité à très rapidement compter sur les joueurs qu'on vient de citer, Promise David et Franjo Ivanovic, pour aller très très vite devant, et derrière, il y a une efficacité optimale. C'est ça qui me fait croire au titre. Ça va être une très belle bagarre pour y croire au titre, parce que pour moi, là, Genk fait l'erreur que l'Union a fait dans le passé, d'être très bon en phase classique et de marquer le pas ici au moment crucial des playoffs 1, parce qu'encore contre Dender, ils ont eu vraiment beaucoup de chance. Dender aurait bien mérité même plus qu'un point, sur un champ de patates, ça on le dira pas.
Mais Là, si tu le dis. et l'Union, par contre, est dans le profil de comment était un Bruges avant. Donc un début, genre même jusqu'octobre, assez compliqué, et il monte clairement crescendo en puissance. Donc je pense que ça va être une très très belle bataille, et je vois plus la bataille entre Bruges et l'Union. Ouais, bah justement aussi, je pense que ça va se jouer entre l'Union et Bruges. Et je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la position de Bruges la saison dernière et celle de l'Union cette année. Il y a un commentateur, je ne sais plus qui c'était, il a dit l'Union cette année est dans la position du chasseur et n'est pas dans la position du chassé. Ouais. Donc je pense que c'est ce qu'il faut pour l'Union, et j'espère que ce sera justement la bonne formule pour eux et qu'ils deviennent enfin, champion de Belgique. En tout cas, si Ivanovic et Promise David continuent d'avoir ce sacré coup de fusil, je peux t'assurer qu'ils 20 vont millions. tuer des lapins. Hein. C'est 20 une à évidence. 30 millions, hein. Les deux là, c'est fini. Ça, c'est une évidence. Je pense que Brighton est déjà en train d'appeler du côté des Blues. On est déjà en train de passer des coups de fil au directeur sportif Chris O'Loughlin, histoire de voir s'il y a moyen de le vendre cet été. Allez, on passe maintenant tout simplement à au grand moment de Quentin. C'est j'allais dire le temps additionnel. Non, pas encore. Il aura plusieurs séquences à lui, bien évidemment. On part sur la patte de l'expert qui aujourd'hui, vous l'aurez compris, est dédié tout simplement à la première liste de Rudy Garcia avec les Diables Rouges. C'est déjà vendredi. C'est ça, exactement. Première liste de Rudy Garcia, très très attendu. On en a pu en parler ici précédemment. Est-ce que justement il va changer un peu? Est-ce qu'il va faire apporter du sang frais? Et donc je vais vous proposer un peu des joueurs qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas été en équipe nationale. Le premier, il a marqué 3 buts lors des 4 derniers matchs. C'est 7 actions décisives lors des 11 derniers matchs de Ligue 1, pardon. C'est Lucas Tassin. Donc je vais vous demander un peu vite fait, est-ce que vous pensez que Lucas Tassin mérite sa place dans les sélectionnés et devrait être ici à l'équipe nationale belge? Il participe à plus de 44% des buts de son équipe en Ligue 1, donc c'est oui, évidemment. Incontestablement, c'est un jeune joueur, il joue dans une équipe du bas de classement en Ligue 1, c'est sa première saison en Ligue 1, il est jeune, il marque, il donne des assists, c'est impressionnant. Pour moi, ça doit être le deuxième attaquant de notre sélection. Pour moi, oui. Ok, donc, troisième, pardon. 3 oui, donc on va voir si on verra Lucas Tassin. Un autre joueur de notre championnat belge, 2 fois décisif ce week-end, c'est 9 buts et 10 passes décisives, ou l'inverse, c'est Hans Van Aken. Est-ce que vous voyez Hans Van Aken être sélectionné ou pas? Alors, est-ce que je le vois être sélectionné? Peut-être. Est-ce que j'ai envie de le voir sélectionné? Non. Ok. Moi, entièrement, je veux le voir dans l'équipe. Ok. Moi, je veux le voir sélectionné. Assez contradictoire, du coup, ici pour Hans Van Aken. Un autre joueur, passeur décisif en Europa League la semaine dernière, buteur en 16e de finale contre l'Union Saint-Gilloise, Nicolas Raskin. Est-ce que Nicolas Raskin doit être parmi les joueurs de l'équipe nationale? Tu vas me sourire ou pas? Est-ce que tu vas me sourire? Évidemment, Loulou, évidemment. Bah moi je disais en off, ça va se jouer je pense entre Engels et Raskin, et pour le coup vu la forme actuelle, j'opterais plus pour un Raskin. Donc oui. Ok, oui. Vu la forme de Raskin, je pense qu'il devrait être dans la sélection. Ouais. Ok, donc 3 oui pour Nicolas Raskin. On espère qu'il sera enfin sélectionné ici chez nos Diables Rouges. Un autre joueur, c'est 100% de minutes jouées cette saison. Donc il est jamais sorti, jamais été une seule fois sur le banc. 8e de finale de Ligue des Champions, c'est Brandon Mekele. Est-ce que Brandon Mekele doit être sélectionné pour vous? Bah écoute, qui fait débat, ça fait débat. reprends l'image sur son autogol du match aller contre Aston Villa et puis tu comprendras que c'est non. Hein. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, un des tout premiers Clubhouse qu'on a fait, c'était avec Léo van der Elst. Il était ici. Le tout premier, c'était avec Léo van der Elst. C'était avec lui. On avait parlé de Mekele justement, et je me souviens, j'avais défoncé Mekele, genre je l'avais vraiment critiqué mais à mort, et lui l'a défendu comme jamais. Et aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Je vais retourner ma veste parce que je trouve que Mekele, il fait des prestations, on s'en rend pas compte parce que c'est justement un gars hyper discret. Tu prends le rôle de Léo van der Elst. Bah, les rôles du gazon, finalement. Voilà. Je suis obligé de retourner ma veste parce que franchement, c'est un joueur, il joue tout comme tu dis, 100%. Les prestations c'est la colonne vertébrale de cette équipe du Club des Bouges. On peut pas passer à côté. Donc oui, pour moi, il doit être sélectionné et il doit même avoir sa chance en tant que titulaire au début. Typiquement le type de choix que pourrait faire Rudy Garcia. C'est typiquement du Rudy Garcia. J'espère qu'il va le faire. Le conserve, mais ça c'est vraiment le choix à la française. Vraiment. Je vois un entraîneur qui connaît la formation à la française, la manière de sélectionner des joueurs, etc. Je vois Rudy Garcia, je me dis, malheureusement, il peut pas passer. Attends, mais tu veux Whiteface ou Mekele? Faut choisir. Bah non, il y a plein d'autres joueurs. Non, mais non. Ça y est. Lui, plein de joueurs et ici que un joueur. Un joueur. Non, mais non. J'en ai un autre en tant que défenseur. On va le garder. Aminal Dakil est blessé. Noé Dussen, il va sortir. Non, alors, un autre défenseur qui est excellent dans les datas, leader du championnat, c'est Mats Metz. Est-ce que pour vous, vous prenez Mats Metz? Ah oui, évidemment. Évidemment, quel bon choix, bien sûr. Excellent, Mats Metz. Je le reprends, mais pas en tant que titulaire. Pas en tant que titulaire. Je le reprends dans le groupe, même pas comme titulaire. Ok, voilà. Donc c'était un peu, ici j'ai sélectionné 5 joueurs, mais on voit qu'il va y avoir débat, et je pense que vendredi, il y aura énormément de débats sur cette sélection. Eh ben, je vais prendre justement ta magnifique patte de l'expert pour rebondir un petit peu sur l'espèce de
contradiction qu'on avait sur Hans Van Aken. Toi, tu veux le voir pour une raison bien simple, c'est que actuellement, on n'a pas un milieu de terrain comme ça. C'est pour ça. Ouais, voilà, je trouve que le profil est unique. Vu ses prestations, le profil est unique. Vu ses prestations, je trouve qu'il a au moins sa place dans la sélection. Je dis pas dans le 11 de base, mais dans sa sélection, je trouve que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose, qui a montré que, et vu notre milieu de terrain actuel, je vois pas, il ferait pas taf, quoi. Ouais. Le milieu de terrain actuel, c'est quoi le milieu de terrain actuel? Bah, il y a quoi, Amadou Onana qui est encore dispo, Roméo Lavia qui est revenu, qui était sur le banc, blessé, donc c'est compliqué, qui est tout le temps blessé. C'est quand même des joueurs qui jouent en première ligue. Van Aken est un bon joueur. Ouais, mais je dis dans la sélection, j'ai pas dit dans le 11 titulaire, dans la sélection. Ah, dans la sélection. Ouais, voilà, dans la sélection. Parce que moi, dans mon esprit, tu voulais le voir dans le 11. Ah non, dans la sélection. Moi non plus, pas dans le 11. Voilà. Mais on s'en rend pas compte vraiment, ça fait des années qu'il est au club de Bruges, et comme Mekele, c'est comme Mignolet, c'est vraiment les trois piliers de cette équipe, et on parle toujours en bien du club de Bruges, aussi bien en Europe qu'en Belgique, mais on a toujours l'art de critiquer les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Je ne critique pas, juste que Bruges, c'est son top. Non mais oui, mais je parle pas de toi, je parle de manière générale. On a toujours l'art de critiquer Van Aken, Mekele en équipe nationale, alors que c'est vraiment les tauliers du club de Bruges depuis des années, et ils ont entièrement leur place dans l'effectif belge. J'ai hâte de les voir alors. J'ai hâte de les voir, de pouvoir analyser. Je suis d'accord pour leur donner une deuxième chance au regard de la saison qu'ils font. Ça y a aucun problème. Moi, de mon côté, je trouve ça hyper intéressant. Mais il faut absolument qu'ils performent dans des matchs où c'est pas si important que ça. Voilà. On parle également d'une solution. Bon, évidemment, j'y réfléchis parce que je pense que ça peut être vraiment une solution d'avenir. Est-ce que Jordi Mokio, par exemple, c'est un profil, un nom qui retient très polyvalent, très polyvalent. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer défenseur gauche, il peut jouer comme on l'a vu contre l'Union avec l'Ajax en milieu de terrain. Et il a une stature. Après, j'ai envie qu'il prenne encore plus de temps, de minutes de jeu en Eredivisie, qu'il s'impose et tout. Je pense que la saison prochaine, il peut clairement exploser à l'Ajax. C'est un club parfait pour l'exploser. Mais clairement, je pense que c'est un joueur d'avenir pour notre équipe nationale. Dans un rôle de central gaucher, ou dans un rôle de latéral gauche, ou dans un rôle de numéro 6. Il est capable de tout faire. Il est hyper polyvalent. Latéral gauche, je le vois pas forcément performer en latéral gauche. D'accord, mais c'est une question. Non, mais t'es d'accord avec moi. Je le vois pas du tout en latéral gauche. Pour moi, c'est un de nos futurs Pour moi, c'est un terrain, excellent central gaucher. Oui, ok, mais pour moi, dans une défense à 4, comme Rudy Garcia les aime en 4-3-3. Tu mettras à l'arrière gauche? Et non, central gauche. Central gauche. Arthur Théâtre qui s'est blessé en plus ici à l'échauffement ce week-end. Donc, il risque de ne pas être lors du rassemblement, avoir sa blessure. Mais il devait jouer et il ne joue pas finalement. Je sens qu'on va avoir une sélection marrante. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler quand je pose cette question. Je me dis, ça va être la foire. On va avoir 12 000 mecs qu'on n'avait jamais vus. Ça va être sympa. On va sentir la révolution, en tout cas, avec Rudy Garcia, à mon avis. Mokio devrait être dedans aussi, je trouve. Parce qu'il a quand même montré quelque chose. Et faut pas avoir peur. C'est comme je disais, je sais plus si c'était par rapport à qui je disais ça, mais faut pas avoir peur comme l'Espagne a fait avec Yamal. Faut le prendre, c'est un jeune joueur, on s'en fout. Les U21, up next, on dit toujours ça, mais à un moment donné, faut le prendre. Il a quand même quelque chose, il a prouvé qu'il avait le niveau, donc faut y aller. Surtout que évidemment, dans la presse, on va vous le vendre, on va vous le survendre, mais c'est vraiment un match en bois, hein. Tu joues l'Ukraine, ok d'accord, c'est pour la survie en Nations League ou je sais pas quoi. Voilà, on est là pour faire des tests, on est là pour voir ce que ça vaut, on est là pour voir aussi quelle est la patte Rudy Garcia, quels vont être les premiers enseignements. On sera là évidemment la semaine prochaine pour faire un bilan 100% Diable Rouge avec notre nouvel invité, ça va être génial. On passe au Football Time Award, les joueurs de la semaine, et on va commencer avec le tien, Xavier. Moi j'ai pris un que j'avais déjà cité il y a quelques semaines, mais il a encore été décisif et je trouve qu'il a fait un bon match, c'est Benito Raman. Benito Raman. Tout simplement, c'est un gars qui est on n'en parle pas souvent, mais je trouve qu'il a toujours été important dans ses clubs, c'est toujours bien battu sur les terrains de ça. Cette saison, c'est quand même 12 buts en 23 matchs dans un club qui jouait son maintien jusqu'à ce week-end. C'est encore lui qui est, son action, en fait, l'intelligence de jeu pour être démarqué, pour faire le 1-0 face à Charleroi. En plus, tu vois qu'il se positionne, il s'écarte et qu'il lève la tête pour regarder, pour pas être hors jeu. Que à cet endroit-là du terrain, il y en a plein des attaquants en Belgique qui auraient été hors jeu d'une épaule, donc lui il lève la tête vraiment pour voir, pour être bien positionné. Après il est tout seul et il finit bien, et je trouve que franchement depuis 3-4 semaines, il est franchement monstrueux pour Malines. C'est peut-être lui l'homme clé de Malines actuellement à mon avis. Thomas, tu as choisi Thierry Ambrose. Pour sa retournée acrobatique, non c'est pas pour ça, mais sa retournée acrobatique elle est quand même exceptionnelle, hein. Franchement faut oser. Tu sais qu'il est dans les joueurs de la semaine de l'équipe, hein. Les joueurs français de la semaine. Ouais, j'ai vu avec Buté et tout. Ouais non, franchement il a été exceptionnel, et de toute façon on le sait, c'est aussi un joueur, quand il n'a pas la confiance, il ne va jamais performer. Et quand il a la confiance d'un entraîneur comme Stork qui donne, parce que Stork c'est un excellent entraîneur, c'est même dommage qu'il n'ait pas arrivé beaucoup
plus tôt dans la saison parce que ça aurait pu aider Courtrai, parce que je suis certain qu'ils auraient pu finir plus haut, mais bon, c'est comme ça. Mais quand tu vois que ce joueur a la confiance d'un coach, mais il régale, il est incroyable, il a fait une prestation incroyable, et il était trop fort. Moi, j'adore ce joueur et il mérite mon point, et j'attendais vraiment depuis qu'il est venu ici de donner un point justement à ce joueur-là. On n'a jamais eu l'occasion, c'est l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion. Est-ce que ces buts potentiels futurs pourraient sauver Courtrai? Est-ce que tu y crois? Y croire, parce que en fait moi ce qui me fait y croire dans un certain sens, c'est que t'as Stork, et Stork c'est un magicien. Il a fait des dingueries avec Moucron, il a fait des dingueries avec Courtrai il y a 2 ans. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Franchement, on n'est pas à l'abri. Je serais pas étonné si Courtrai se sauve, mais je dis pas qu'ils vont le faire, hein, mais je serais tellement pas étonné avec Stork comme entraîneur. On l'espère pour Thierry Ambrose. Ton joueur de la semaine, Quentin? Promise David, hein. C'est 2 buts, on en a parlé tout précédemment, donc c'est évident. C'est incroyable. C'est évident. Il est très fort, c'est un gros finisseur, et je l'avais dit dans le temps additionnel, comme qu'il allait être décisif contre le Standard, il l'a été. Exceptionnel. Et puis pour ma part, évidemment, vous l'avez entendu, j'ai été assez élogieux à son égard, Franjo Ivanovic, bien sûr, le joueur de la semaine. Pourquoi? Parce qu'incroyable, parce qu'à la passe, parce qu'au but, parce que techniquement un joueur qui nous a régalé, qui continuera à mon avis de nous régaler, et comme tu l'as très bien dit Thomas, à mon avis ça sent l'étranger dès l'été prochain. Thomas, le classement général d'ailleurs du Football Time Award. Pas forcément de changement, mais il est quand même important de le montrer, donc voici le classement. Et pour ajouter une petite mention spéciale, pour ceux qui sont en podcast, tu peux nous dire qui est leader pour le moment? Toujours Franjo Ivanovic? Oui, c'est Ivanovic, et avec le point que tu lui offres, il va prendre un peu d'avance. Surtout s'il prend le point bonus justement de nos followers, donc à voir, mais je pense qu'il se dirige vers la première place. Et mention spéciale aussi, parce qu'on l'a pas cité, c'est Jude Glas, parce qu'il a quand même marqué 2 buts, et il avait vraiment été très bon. Ses buts sont aussi d'une qualité supérieure. C'est dommage qu'on prend pas joueur de Bruges, mais ils auraient mérité aussi leur place dans ce top 4. Et vous, quel est votre joueur de la semaine? Êtes-vous d'accord avec nos choix? On se donne rendez-vous sur X et sur Instagram, bien évidemment, pour voir un petit peu qui va aller gagner le pool, le sondage tout simplement, et qui aura des points supplémentaires pour le trophée en fin de saison. Tout doucement, on voit des profils se détacher. On a parlé de Franjo Ivanovic, également Adriano Bertaccini. Comme par hasard, c'est les attaquants qui prennent souvent beaucoup de points. C'est vrai, David Rouf. Il est blessé en ce moment, donc il peut pas prendre de points, donc ça joue en sa défaveur. Il joue plus toute la saison. Ça va être compliqué avec la main. Donc, ça va être compliqué, mais en attendant, on a encore un petit duel entre 2 joueurs qui jouent en jaune. Et après, on sait jamais ce qui va se passer dans les playoffs, hein. On sait jamais. On sait pas. We will know. Il y a encore beaucoup de matchs, il y a encore beaucoup de matchs. Oui, on a encore beaucoup de surprises à vous révéler, et on va encore se régaler. Le temps additionnel de Quentin à présent, on repasse la main de QTN. Quels sont les joueurs qui vont performer ce week-end? Alors, il y a tout d'abord Anderlecht à domicile qui reçoit le Cercle de Bruges. Donc un Colin Kozmans pourrait tenir le clean sheet en espérant qu'il ne fasse pas une erreur encore gênée par le soleil comme à Westerlo ce week-end. Sinon ensuite il y a Simon Mignolet qui reçoit Charleroi. Simon Mignolet à domicile, ça peut tenir le clean sheet. Simon Mignolet tout seul qui reçoit Charleroi, hein, pas de... Non, mais pour le clean sheet, il pourrait le tenir en tout cas. Charleroi a quand même des difficultés offensives, on l'a encore vu ici contre Malines ce week-end. Pour aller avec lui dans le système défensif, le taulier, on en a parlé, Brandon Mekele et Maxime de Kuiper qui aussi avec un apport offensif peut réaliser une passe décisive. Et pour aller avec Kozmans en tant que défenseur, il y a Augustinsson qui réalise 2 matchs assez propres au niveau des datas. Je parle bien au niveau des datas, contre le Standard de Liège avec une passe décisive et ici contre Westerlo malgré la défaite. Au milieu de terrain, il y en a un, on en a parlé, Hans Van Aken, 2 actions décisives, 1 but et une passe D dans le derby contre le Cercle, ici à domicile contre Charleroi. Pourquoi pas voir Hans Van Aken décisif? Et on termine avec 2 attaquants, Mario Stroikens qui reçoit le Cercle de Bruges. Il doit être ce numéro 10, il doit être ce maestro dont Anderlecht a tellement besoin. Donc il faut un grand Stroikens pour que Anderlecht soit décisif ce week-end contre le Cercle. Et on termine, Thomas en a parlé, c'est Dante Van Zer. Dante Van Zer, ça peut être intéressant. À domicile contre Courtrai, qui est déjà dans les playdowns. La Gantoise peut prendre des points importants pour la lutte dans les playoffs 1. Donc Dante Van Zer, décisif. On verra. Merci Quentin, merci beaucoup pour cette liste très exhaustive des joueurs qui vont performer ce week-end. Merci Xavier. Avec plaisir. Merci Thomas. Et puis merci également à Quentin. On se retrouve la semaine prochaine avec l'invité du mois. Alors dites-nous, on va vous donner 2-3 petites vignettes. Passez par le Standard, passez par Charleroi, peut-être un ancien Diable Rouge. Qui peut-il bien être? Il sera avec nous la semaine prochaine. Réponse dans 7 jours maintenant. Et puis on vous laisse profiter évidemment de la semaine européenne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao les amis!